Le risque statistique est évalué à 4% par an, soit près de 20% sur 5 ans, ce qui signifie que ce scénario, longtemps jugé improbable, doit désormais être pris au sérieux. David Betts appelle à cesser de nier cette réalité et à préparer des réponses adaptées. Une alerte qui invite à réfléchir sérieusement à la stabilité sociale en France et au Royaume-Uni. Et pour en parler, nous avons avec nous en studio William Tay, politologue et président du think tank Le Millénaire. Bonjour William Tay. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Europe 1. Comment vous expliquez qu'un scénario de guerre civile soit aujourd'hui envisagé pour des pays comme la France et la Grande-Bretagne ? Ce qui était impossible devient improbable, voire peut-être de plus en plus probable pour différentes raisons. En fait, ce que donne l'auteur, c'est qu'il donne 4-5 raisons qui font que c'est possible. La première, c'est qu'il y a une fracture culturelle. 2, il y a une stagnation économique. 3, il y a une perte de confiance dans les institutions. Et 4, il y a un excès d'influence des élites. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, 42% des Français ont peur d'un risque de guerre culturelle. Donc, c'est-à-dire qu'au moins les Français ont peur. Et c'est alimenté par plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a quand même eu des émeutes de grande importance en 2005, et des émeutes en 2023. Et en fait, ces émeutes, quand même, ont montré une sorte de prophétie qu'avait réalisé l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui était que aujourd'hui nous vivons côte à côte et peut-être que demain nous vivrons face à face. Et quand vous regardez l'hypothèse d'une guerre civile, en fait, il y a à peu près 2 termes. Il y a un terme de science politique qui est un conflit entre 2 peuples au sein d'un même pays pour aboutir à la conquête d'un pouvoir. C'est ce qui s'est passé en France avec la guerre d'indépendance d'Algérie et c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on est sur ce scénario-là directement ? Non. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des conflits très forts entre un peuple majoritaire ou un État avec différentes parties de la population qui feraient sécession contre l'État central, ou en tout cas qui attaqueraient la légitimité de l'État français à conserver le monopole légitime de violence? Moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure pour différentes raisons. La première, c'est que vous avez des gens qui se disent qu'importe ce que l'État fait, c'est pas grave. De toute façon, l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Donc, si on est fort contre l'État, si on attaque l'État régulièrement, de toute façon, on subira quasiment rien. C'est à peu près des associations qui sont dites écologistes, que l'ancien ministre de l'Intérieur Darmanin disait écoterroristes, qui n'hésitent pas à attaquer des infrastructures énergétiques, qui n'hésitent pas à attaquer des commerces, qui n'hésitent pas à attaquer des propriétés agricoles, qui sont pourtant considérés comme des outils indispensables à la souveraineté nationale parce que ça permet de nous nourrir et ça nous permet d'avoir de l'électricité et avoir de l'énergie. Donc sans ça, vous pouvez pas faire fonctionner un pays. Vous avez ensuite après le premier problème, je pense, qui est le narcotrafic ou ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, auquel vous avez dans le territoire français des gens qui appliquent pas la loi française, en fait. C'est-à-dire que dans plusieurs quartiers de la République, vous avez des gens qui appliquent un système qui est parallèle au système au système républicain, qui ont leur propre code, qui ont leurs propres valeurs et qui considèrent que la loi de la République, c'est pas la loi la plus importante. Ce qui est plus important, c'est la loi du grand frère ou la loi des caïds. Donc on a aussi les fractures sociales, les inégalités, la crise politique et peut-être autre chose aussi qui Oui, influence. en fait, ce qu'il donne, c'est qu'il donne différents motifs qui pourraient aboutir à une guerre civile. En fait, quand vous regardez historiquement en France, parce qu'il compare le Royaume-Uni et la France, c'est pas totalement exact parce que nos motifs de guerre civile sont pas les mêmes. Au Royaume-Uni, historiquement, la guerre civile s'est toujours produite soit pour des guerres de religion entre les catholiques et les protestants, ou sinon une guerre contre le pouvoir central. Nous, c'est un peu différent. Nous, les guerres se sont battues, en fait, du bas contre le haut. Ça veut dire soit une province qui était opprimée, une province qui se révolte contre le pouvoir central, soit en fait sur des questions d'égalité, c'est ce que disait Tocqueville, on a une passion pour l'égalité, donc potentiellement, lorsque une partie de la population s'estime lésée par rapport à d'autres, et en fait, on peut aboutir à une révolution. C'est ça qui aboutit à la Révolution française avec un tiers-État qui paye plus d'impôts que la noblesse et le clergé. On a l'impression qu'une étincelle peut tout embraser. En fait. Une étincelle peut tout embraser. C'est pour ça que, en fait, quand il parle de guerre civile, les gens peuvent se dire c'est pas probable, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir des révoltes très très fortes, gilets jaunes puissance 100, révolte fiscale ou sécession, ou en tout cas émeute très forte? Moi, je pense qu'il faut pas l'exclure. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs ingrédients qui font qu'en France, c'est possible. Je parlais des territoires perdus de la République tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas exclure que, par exemple, petit à petit, des systèmes parallèles qui considèrent qu'en fait, il vaut mieux vivre sous la loi de GTA que sous la loi de la République française, avec des gens qui se disent, de toute façon, on grandit sous le système, et qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux faire l'école méritocratique, ou est-ce qu'il vaut mieux faire le parcours du dealer ou le parcours du narcotrafiquant éventuel, faire des rodéos, faire des trafics de drogue, etc., pour monter dans la société parallèle à la société française? Je pense que c'est possible. Et au bout d'un moment, quand ça touche de plus en plus de villes, ça fait quand même un système à minima de partition ou système de sécession. Ensuite, après, sur des révoltes profondes, il y a quand même un problème en France qui est historique, c'est la révolte fiscale. Ça veut dire qu'à plusieurs reprises, la France s'est pas rebellée, mais en tout cas
à poser des problèmes à l'État central sur des révoltes fiscales. Dernièrement, la crise des Gilets jaunes, c'est juste une affaire de taxes. C'est-à-dire que le gouvernement Macron décide en fait de dire que les Français de province n'ont rien compris à la vie et donc il faut les taxer sur le carburant pour qu'ils puissent faire plus vite la transition écologique. Ils ont dit on veut pas de cette loi au président de la République. Il leur a expliqué qu'il fallait venir le chercher. Ils sont venus le chercher et ça a créé quasiment un pouvoir en situation délicate pendant au moins un mois. Il faut quand même dire que le pouvoir central avait quand même beaucoup de difficultés. Donc en fait, vous avez plusieurs ingrédients qui font que c'est possible. Mais là maintenant, je pense que les deux points qui posent problème, c'est d'une part qu'en fait, les Français votent pour des lois ou votent pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire que vous prenez un truc très simple. Le Parti socialiste a fait environ 1% à la dernière élection présidentielle, mais il contrôle directement ou indirectement le Conseil constitutionnel parce que Richard Ferrand est président du Conseil constitutionnel et c'est un ancien socialiste. Il contrôle le Conseil d'État parce que le premier vice-président du Conseil d'État est un ancien socialiste et que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est un ancien socialiste. Et donc, on a vu dernièrement, à travers la loi du plomb ou ce qu'on appelle la loi philippine, qu'en fait, le Conseil constitutionnel peut censurer des lois avec des motifs qui sont plus ou moins fondés sur une base juridique. Mais quand vous avez un peuple qui vote à chaque reprise pour des lois ou qui vote pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir, ils se disent que peut-être que la démocratie ne fonctionne pas si bien que ça. Et d'ailleurs, c'est une enquête du Cevipof qui montre que à peu près 45% des Français sont pour un régime autoritaire, en tout cas un régime avec un président qui soit avec un pouvoir très fort, et qui pensent qu'en fait les représentants politiques comme le président de la République, les députés ne servent quasiment à rien, en tout cas ne respectent pas la volonté des Français. Et après, le deuxième risque que je vois, au-delà des risques entre guillemets de captation de souveraineté, c'est la confiance dans la justice. Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui... En fait, il y a une justice à peu près qui est vue par les Français, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, qui est vue par les Français comme inégale. Ça veut dire qu'en fait, vous respectez les lois. Ça veut dire que, par exemple, le meilleur exemple, c'était l'exemple du Covid. Si vous mettez le masque en dessous, un centimètre en dessous le nez, vous allez vous prendre une grande amende. Et des gens, dans certains territoires, peuvent commettre des crimes, des délits, des viols, etc. et ont des peines qui ne sont pas forcément proportionnées aux actes qu'ils ont commis. Et donc, de plus en plus de Français se disent que peut-être qu'il faut se faire justice soi-même. On voit bien qu'il y a un développement dans certaines régions du pays auquel on voit des commerçants qui s'arment pour se faire justice eux-mêmes, des gens qui décident de se protéger en cas de cambriolage. Et donc tout ça crée de plus en plus un climat à minima insurrectionnel à l'aube d'une guerre civile.